D'abord et avant tout, je tiens à remercier Yann, Marie-Hélène, tous les organisateurs qui me font le privilège d'être ici aujourd'hui pour agir comme grand témoin de ces 2 journées de discussion. Je dirais au final que j'en ai tiré peut-être encore davantage que vous parce que ces 2 journées-là ont été fascinantes, inspirantes sur la réflexion. Souvent, vous êtes ici, je crois, pour les mêmes raisons, prendre du recul, réfléchir, se questionner, partager. Sachez que je repartirai dans ma valise au Québec avec beaucoup de réflexions qui peuvent également alimenter nos propres pratiques. C'est la beauté des échanges de ce type-là. Alors, merci infiniment. C'est un privilège. Je dirais également du haut des connaissances que je peux avoir sur la question de l'entrepreneuriat, j'ai tenté de porter un regard, évidemment, pour aussi restituer d'une certaine façon les réflexions, les interrogations, les grands éléments qui ont été soulevés. Surtout pour voir aussi, par chez nous, hein, on dit maintenant quoi? What's in it for me? Donc, qu'est-ce que je fais avec tout ça? On va essayer de voir comment on peut pousser, au-delà de la réflexion, des réelles actions qui sont dans le sens de ce qui a été proposé. Donc, on m'a présenté très rapidement, enseignante, chercheur, très impliquée dans le milieu de l'entrepreneuriat, dans des dispositifs ou des organismes qui peuvent être similaires aux vôtres. Donc, j'ai quand même une bonne compréhension du terrain, bien que je ne sois pas conseillère. Mais lorsqu'on est, je pense que Sylvie, Karim, je ne sais pas s'ils sont encore là, mais aussi même Alain, quand on œuvre dans la formation de jeunes entrepreneurs universitaires, on tombe d'une certaine façon aussi dans l'accompagnement. Alors, on va dire qu'on a une proximité dans nos approches et nos pratiques. Évidemment, la grande thématique, et je dois dire, quand j'ai vu le titre « Vers une ubérisation de l'accompagnement », vous êtes forts, les Français, pour les terminologies fantastiques. Je me disais, OK, qu'est-ce que l'ubérisation? Qu'entend-on par l'ubérisation? Évidemment, on aura eu la chance avec Grégoire Leclerc de se faire un peu expliquer le concept. Mais c'est une question qui est fondamentale et qui soulève beaucoup d'éléments qui nécessitent cette réflexion-là. Donc, on m'a présenté de façon plus formelle, et je précise Université Laval et non pas Université de Laval, car si un jour vous venez au Québec, vous réaliserez qu'il existe une ville appelée Laval et que l'Université Laval n'y est pas. Elle est dans la ville de Québec. Alors, vous ne le voyez pas très bien, mais je voulais vous présenter un peu ce à quoi va ressembler bientôt la Ville de Québec et le Québec. Donc, l'automne s'installe tranquillement. Le Château Frontenac, si vous n'êtes jamais venu dans la Ville de Québec, c'est un emblème également. Alors, je vous invite chaleureusement à visiter notre coin de pays. Et pour ceux qui étaient au, comment on l'appelait, bingo meeting, et qui se demandent à quoi ça ressemble la poutine, c'est ça. Pas très alléchant comme ça, mais je vous jure que c'est un incontournable. Alors, trêve de plaisanterie, je reviens sur la thématique. Je me propose évidemment, dans un premier temps, de revenir sur les principaux éléments qui se sont dégagés. Du moins des ateliers auxquels j'ai participé, j'ai tenté de choisir, de faire une sélection assez diversifiée des ateliers pour avoir le pouls des différents propos, mais bon, on peut au passage manquer certains éléments. Mais je pense que la très belle programmation auquel vous avez eu droit a permis de mettre la table sur plusieurs éléments. Sur le quoi? Qu'entend-on par ubérisation? Et c'est important de se questionner parce que sinon, ça fait des débats qui sont quand même relativement vides. Il y a le pourquoi qui est revenu beaucoup. Pourquoi cette thématique sur un colloque pour un congrès de praticiens, de conseillers? Qu'est-ce qui est finalement qui a alimenté cette réflexion-là? Le comment s'y prendre. Une fois qu'on a parlé d'ubérisation, une fois qu'on a placé certains éléments de mise en contexte, une fois qu'on a peut-être accepté le fait qu'on doive évoluer, comment le faire? Je pense que c'est une question qui est fondamentale et on a eu des brides ici. Et aussi, ce qui a été couvert, ce sont les conséquences. Qu'est-ce qu'amène ou qu'est-ce que provoque ou qu'est-ce que permet l'ubérisation? On verra qu'on la traite de façon plus largement, mais c'est un peu les grandes questions qui ont été évoquées. Le fameux quoi, et je pense que ça, la confusion persiste d'une certaine façon, mais il faut quand même s'entendre sur 2 dimensions importantes. Donc, l'ubérisation qui est vraiment liée à cette transformation qu'on appelait disruptive des modèles économiques. Donc, qui est vraiment dans le continuum très, très loin dans ce phénomène.
Mais finalement, beaucoup d'entre vous sont jusqu'à maintenant concernés davantage par la digitalisation, donc tout l'aspect numérique digital qui a été introduit dans vos pratiques à plus ou grande échelle. Donc oui, des plateformes, mais des outils également. Donc vraiment, ces deux distinctions qui sont importantes parce que ça a été largement reflété dans les propos que vous avez tenus dans les ateliers. Donc pour débattre ou échanger, il faut quand même s'entendre sur ce sur quoi on parle. Il y a le pourquoi. Et le pourquoi, je pense que c'est là où il faut s'entendre, c'est-à-dire que qu'est-ce qui nous amène à parler d'ubérisation? Et je pense que la question, c'est plus tellement de savoir si on doit tendre vers, mais de comprendre pourquoi on doit d'une certaine façon le faire. Et là, comprenez que je parle d'ubérisation dans le sens très inclusif de la chose. D'abord, bien évidemment, avec Grégoire Leclerc, on a bien vu que, puis bon, on n'avait peut-être pas besoin de quelqu'un pour nous le dire, mais que les technologies sont largement implantées, matures aujourd'hui, à main levée. Bon, tout le monde a un téléphone intelligent, tout le monde a des applications, tout le monde fait des virements bancaires par son téléphone intelligent. C'est devenu, dans le fond, implanté, inculqué dans notre quotidien, donc dans le quotidien de l'entrepreneur. Jumelé à ça, une génération Y. On évoquait les travaux sur les nouvelles générations, c'est beaucoup questionné sur justement qui sont ces nouveaux entrepreneurs, qui sont-ils, que veulent-ils, comment font-ils les choses. Et la génération Y est une génération souvent, du moins au Québec, dépeinte avec un peu de, je dirais pas de mépris, mais un certain, presque une nostalgie de dire « Ah, les nouvelles générations ». La technologie, ils sont pressés, ils veulent pas attendre, ils veulent pas, bon, il y a du zapping, il n'y a pas le temps d'approfondir des relations à long terme. Le fait est qu'on se place en opposition ou qu'on se place en contradiction avec ça, c'est un fait. Et comme conseiller, formateur, on peut peut-être souhaiter que ce soit autrement, mais c'est comme ça que la société évolue maintenant. Et ces gens-là constituent un bassin d'entrepreneurs actuels. Et là, on parle de Y, mais là, on peut débouler sur les autres générations. Mais le fait est que les nouvelles générations, je trouve que c'est un faux débat que de savoir si c'est bon ou mauvais. Ce sont les réalités de la génération d'aujourd'hui. La combinaison de ces éléments-là amène mon petit bonhomme avec sa liste, amène des besoins, amène des souhaits, dans le fond, des éléments qui sont recherchés par cette génération-là qui sont possiblement différents. Des besoins, des services ou dans le fond, ce qui est souhaité est non seulement différent, mais vous remarquerez que c'est très précis. Presque paradoxal parce que des fois, il y a de la confusion, mais c'est-à-dire qu'ils savent exactement, j'appelle la liste d'épicerie, donc les éléments qu'ils souhaitent pouvoir avoir dans une offre de service, et c'est très difficile de passer à côté. Ça peut paraître comme une génération qui est difficile à satisfaire, mais ça a au moins le mérite d'être une génération qui sait exactement ce qu'elle veut et qui va le chercher. Et qui se retrouve dans un univers où elle peut le retrouver. Donc, l'accès aujourd'hui à l'information fait que la comparaison, l'évaluation se fait constamment. Donc, on ne peut plus travailler en silo, on ne peut plus travailler en pensant qu'on est les seuls à pouvoir offrir les services. En plus, avec tout ce qui se fait en ligne. Le fameux comment, ça fait partie des éléments qui se sont dégagés des réflexions. Comment se matérialise, si on veut, cette ubérisation, la digitalisation? Et dans le fond, il y avait vraiment, j'ai vu deux tendances qui sont assez intéressantes, complémentaires, mais qui nécessitent de bien comprendre. D'abord, dans votre tâche d'accompagnateur, dans votre tâche de conseiller, la digitalisation offre des outils nouveaux. Donc, il vous permet de faciliter votre travail. Et la clientèle visée dans cette digitalisation, c'est vous, essentiellement. Oui, au final, l'entrepreneur en est le bénéficiaire ultime, mais demeure que ce sont des outils qui sont à votre service. Et dans l'ubérisation, plus, on va dire dans le continuum, on parle d'un nouveau modèle économique disruptif, et à ce moment-là, vraiment, la clientèle visée, c'est le promoteur. Donc, dans l'ubérisation, c'est pas pour faciliter la vie du conseiller qu'on va ubériser. C'est pour faciliter la vie de l'entrepreneur
qui va chercher les services. Et c'est une distinction qui est fondamentale et qui est revenue très souvent dans les discussions que j'ai pu entendre. Souvent, ce recentrage sur l'utilité pour le conseiller est très présent et tout à fait normal. C'est un réflexe, on pense tous à cette dimension-là d'abord. Mais je pense que dans la réflexion sur les services, sur cette ubérisation ou sur l'évolution des services d'accompagnement des dispositifs, il faut remettre, et je reprends les termes que Sylvie Samut et Delphine, si je ne me trompe pas, cet après-midi reprenait, c'est de remettre l'entrepreneur au centre des préoccupations. Donc, ce pas de recul, il est fondamental. Bon, évidemment, on a eu également toutes sortes de débats sur est-ce qu'on peut vraiment digitaliser toute l'offre d'accompagnement. Je pense que poser la question, c'est déjà y répondre, c'est-à-dire que peut-on vraiment, à ce stade-ci, remplacer un conseiller par un robot, une plateforme, une chatbox, peu importe? Bon, évidemment, la réponse est non. Le digital ne peut pas tout remplacer. Je pense qu'il n'y a personne qui va se placer en opposition à ça. Êtes-vous d'accord avec ça? Le digital ne peut pas tout remplacer. Heureusement, hein? Sinon, que serons-nous demain? Mais évidemment, ça pose la question de quelle partie va être digitalisée et quelle partie va rester. Donc, quels sont les éléments dans l'accompagnement qui nécessitent finalement d'être préservés et qui doivent être préservés, celles qui peuvent avoir avantage, si on veut, à être digitalisées, à être numérisées. Ah oui, je l'ai écrit tantôt, c'est une erreur de clavier. Il y a un élément qui m'est apparu également, je l'ai ajouté tout à l'heure parce que ça m'apparaît essentiel. C'est vrai que j'ai l'air d'arriver, et je veux certainement pas donner cette impression-là d'arriver du Québec en disant « Oh, sachez que chez nous, les discussions, les réflexions sont les mêmes. » Et peut-être qu'on a un coup d'avance par une culture, une société qui était déjà dans cette mouvance-là, une proximité avec évidemment les États-Unis, l'effet nord-américain qui vient, mais c'est une réflexion qu'également nous avons eue. Et c'est un changement de culture qui est nécessaire à amorcer et qui n'est pas évident. Je mentionnais pour certains, quand on est conseiller ou à la tête d'un dispositif, peut-être que des fois, il faut avoir le courage de prendre du recul et de se placer se questionner sur la pertinence même de l'organisation dans laquelle on est. Mais évidemment, c'est un acte assez courageux de le faire quand on est partie prenante de cette organisation-là. Mais je me fais volontairement provocatrice, mais il faut quand même en arriver à changer cette culture, à se tourner davantage vers, je dirais, passer l'institutionnalisation de l'entrepreneuriat ou des services pour développer une culture entrepreneuriale au sein même de cet écosystème-là. Et ça, c'est fondamental, mais c'est long. C'est pas évident. Changer une culture, c'est pas seulement l'histoire des conseillers qui travaillent là, c'est aussi dans la couche politique, c'est aussi dans la couche... Donc, c'est un effort collectif sur une vision qu'on veut développer. C'est difficile, mais il faut que ça se fasse de différentes façons. Ceci dit, on n'est pas impuissant, on peut quand même faire des choses. Donc, on a parlé d'ubérisation ou on a parlé de digitalisation et dans le comment, c'est pas évident de savoir comment on s'y prend. Parce qu'une fois qu'on a dit ça, pas le choix. Il faut tendre vers, faut répondre de façon plus adéquate aux nouvelles générations. Maintenant, dans la vie en général, on n'est pas dans le noir, on n'est pas dans le blanc, on est dans le gris. Et comment on réussit à trouver un dosage qui est adéquat. Et je dirais les pistes, et je vous propose peut-être d'avoir de vous tendre vers les réflexions qu'on a eues et vers les pistes de solutions ou comment s'est amorcé ce changement de culture-là, qui est quand même pas parfait encore, mais au Québec, beaucoup dans la complémentarité. Et pas dans la fausse complémentarité, dans la réelle complémentarité des services et des acteurs. J'ai le sentiment, puis je peux me tromper, c'est vraiment la lecture que j'ai cru avoir, je pense que dans la volonté des individus qui sont tous assis ici, il y a une volonté de travailler en collaboration. Maintenant, il faut des fois dépasser ce stade-là pour réfléchir l'écosystème de façon beaucoup plus large, à savoir qui fait quoi.
Qui fait quoi pour avoir des territoires qui sont mieux définis, pour être capable... Parce que pourquoi se faire compétition sur une offre de service qui est similaire si l'un peut répondre à la demande complètement? Pourquoi multiplier les dispositifs? Est-ce qu'il y en a dans la salle qui ont déjà été entrepreneurs? L'avez-vous vécu, le chaos des dispositifs d'accompagnement? Ah! Mais les trouver, souvent, c'est difficile. C'est un chemin de croix pour un entrepreneur d'arriver à découvrir des dispositifs les plus pertinents en fonction de son parcours, en fonction de son secteur d'activité, en fonction de sa localisation. C'est très difficile. Bon, évidemment, je ne les connais pas beaucoup, je ne connais pas votre univers, mais je me place dans la peau d'un entrepreneur qui, a priori, n'est pas au courant de ce qu'est une CCI, CMA, réseau, initiative, entreprendre et autres. Et bon, ça m'a pris quelques temps pour être capable de placer l'ensemble des acteurs et de comprendre, mais je ne comprends pas encore tout à fait qui fait quoi dans cet écosystème-là. Alors qu'on devrait travailler sur une chaîne de valeur beaucoup plus ficelée pour être en mesure, parce que la finalité du travail que l'on fait, qu'est-ce qui est la finalité du travail? Qui est au cœur de ce qu'on fait tous les jours en se levant? Et je m'inclus. Le porteur de projet. Le porteur de projet, c'est essentiellement la raison pour laquelle on se lève le matin. On s'entend. Et selon ce que vous voyez des dispositifs, puis là, je vous sors de votre organisation, mais quand vous regardez tout ça de l'externe, trouvez-vous qu'en ce moment, votre écosystème est optimal pour le porteur de projet? Non. Donc déjà, on a un constat. Il n'est pas optimal. Maintenant, comment on peut l'optimiser? Et ça ne se fait pas en claquant des doigts, c'est difficile, mais ça nécessite une mobilisation de l'écosystème pour comprendre ce que tous et chacun, vous faites dans vos organisations et en arriver peut-être à un certain constat qu'il y a des doublons. Donc, une restructuration, peut-être des disparitions ou une répartition différente. Et c'est très difficile comme réflexion à avoir parce que si je suis à la tête je suis dirigeant d'une CCI, qui va lever la main pour poser cette question-là? Personne. Ça prend un courage. J'ai un collègue québécois qui était à la tête d'un centre de transfert d'entreprise, pour ceux qui travaillent en transmission d'entreprise, donc qui constitue notre réseau de soutien pour la transmission relève d'entreprise, qui a posé cette question. Qui a dit, moi, j'ai l'impression, depuis la création de mon organisme, de mon dispositif, il y a une évolution phénoménale de l'écosystème et la mission pour laquelle le mandat que j'ai eu lorsqu'on a créé ce réseau-là n'a plus lieu d'être aujourd'hui. Parce que ce pourquoi j'ai été créée, c'est de sensibiliser à la transmission relève. La sensibilisation est faite, les gens commencent à être mieux informés. Les gens commencent à être réactifs, les experts alentours s'organisent. Donc, moi, comme service public, ai-je encore une raison d'être? Donc, c'est fondamental de se poser cette question-là, surtout quand on est dans un dispositif public, financé par le public. En même temps, vous utilisez certainement l'expression « ne pas jeter le bébé avec l'eau du bain ». Non, ça vous dit que oui? Il faut faire quand même attention à rayer d'un coup tout ce qui se fait, mais il faut quand même arriver à faire ces réflexions. Et je vous dirais, je trouvais intéressant, parce que là, vous êtes dans une mouvance de ce que j'ai compris au niveau des fusions de régions et des changements dans la structure. On a connu, il y a quelques années, au Québec, un changement important. Donc, l'enveloppe, je dirais, de financement pour le soutien à l'entrepreneuriat était essentiellement une enveloppe provinciale, donc on peut dire nationale chez nous, parce que le Québec étant ce qu'il est, on va dire national. Et c'est une enveloppe qui permettait d'alimenter un réseau de centres locaux de développement, dont un CLD, c'est notre acronyme. Vous en avez, on en a aussi. Alors, des CLD qui étaient un peu partout en province et qui avaient des méthodes relativement uniformisées, des programmes de financement relativement uniformisés, des structures qui commençaient à se développer et évidemment des réalités, parce que vous en avez également discuté, je n'étais pas présente à l'atelier, mais sur les particularités de certaines régions, ruralité. La ville de Québec, la ville de Trois-Rivières, la ville de Chicoutimi n'ont pas du tout la même réalité. Comment peut-on penser avoir des dispositifs qui sont uniformisés dans leurs programmes, dans leurs pratiques?
Alors, le choix du Québec, un choix difficile, et ça a été décrié, ça a été de ramener cette enveloppe-là dans les mains des municipalités, avec carte blanche sur la façon d'utiliser cet argent-là. En disant, si vous souhaitez maintenir le dispositif en place parce qu'il est adéquat, maintenez-le. Mais la Ville de Québec a choisi d'abolir le CLD et de rapatrier, finalement, si on veut, tout ça à l'intérieur de la Ville, mais on s'entend qu'il y a eu un élagage. Mais pourquoi? Parce qu'il y avait une redondance dans l'écosystème. Il y avait, pour le même dollar, on fait beaucoup plus aujourd'hui que l'on faisait avant à maintenir des structures qui n'étaient pas tout à fait adéquates. Donc, c'est un choix qui est difficile, qui a été difficile à vivre. Et pour les individus qui sont dans ces dispositifs-là, c'est extrêmement difficile et insécurisant. Mais quand on le prend avec un pas de recul, il y a quand même un écosystème aujourd'hui qui, à mon sens, fonctionne beaucoup mieux. Où on a conservé à la Ville, comme service public, les dimensions qui n'étaient pas couvertes par les autres dispositifs, le privé inclus. Donc, il faut inclure dans cet écosystème-là les acteurs privés, les nouveaux acteurs dont on a parlé font partie de la carte. On ne peut pas les rayer. Et si ces dispositifs ou ces nouvelles initiatives ou ces nouveaux acteurs sont arrivés, il y a une raison. C'est pour répondre à un besoin qui, de toute évidence, n'était pas adéquatement comblé par le système actuel. Donc, on ne peut pas non plus se battre contre ce phénomène-là. Je pense qu'il faut être capable de détecter les signaux qu'il y a à l'intérieur de ça, être capable de prendre les leçons et de s'adapter, d'évoluer dans ce sens-là. Et ça demande d'une certaine forme de courage de se questionner. C'est beaucoup plus déstabilisant que de demeurer dans nos pratiques. Et il y a les paradoxes, comme on le disait. Donc, la complémentarité des services, elle est fondamentale. Elle doit non seulement être, je dirais, structurée, mais après, elle doit se vivre dans l'écosystème, cette complémentarité. Pas seulement une face. Donc, c'est pas un amalgame de dispositifs côte à côte qui couvrent des éléments. Il faut qu'il y ait réellement un lien entre ces dispositifs-là, quels qu'ils soient. Et souvent, pour avoir fait le même travail à l'Université Laval, pour ceux qui ne connaissent pas l'Université Laval, on parle de 17 facultés. C'est une grande université, un bassin d'étudiants très large, avec évidemment des disciplines qui sont très diversifiées. Les acteurs en entrepreneuriat sur notre campus sont très diversifiés également, éparpillés. Donc, on a fait ce travail-là, nous, de lecture de l'écosystème, le ménage. Pas pour fermer les organisations ou les dispositifs, pour être capable de mieux établir les responsabilités de tous et chacun. Et ça, c'est fondamental. Mais c'est un exercice qui n'est pas évident et cette complémentarité, donc, elle doit se vivre. Elle ne doit pas seulement être écrite ou théorique. Elle doit vraiment permettre à l'entrepreneur de ne pas voir ce que j'appelle le back-office. En arrière des acronymes, il y en a beaucoup. Puis dans une université, des unités, des départements, des services, le vice-rectorat à la recherche, mêlé avec le bureau de la vie étudiante, le service des communications, Entrepreneuriat Laval, le département de management qui offre des cours en entrepreneuriat, il y a l'école de SI. C'est la confusion totale. Mais pauvres étudiants entrepreneurs, de la grosse machine, comment il fait pour se retrouver? Moi-même, de l'interne, j'ai de la misère à savoir qui fait quoi. Et c'est vraiment la réflexion qu'on a eue de dire, en arrière, et je me rappelle très bien, c'est une table de consultation avec des gens du milieu qui m'avaient dit, tu sais, Marie-Pierre, les gens de l'externe, ils n'en ont rien à cirer de savoir c'est dans quelle unité que le rattachement se fait pour tel programme, tel service. Ce qu'ils veulent, c'est ce que le client veut. Le client ne veut pas savoir comment on produit en arrière. Il veut avoir très rapidement le service, l'offre. Après ça, c'est à nous autres à s'organiser en arrière pour attacher les morceaux ensemble. C'est pas à eux à essayer de comprendre comment on peut naviguer là-dedans. Donc, c'est vraiment fondamental de recadrer. Et c'est là que l'orientation client, l'orientation porteur de projet, on se met dans la peau du porteur. Mais lui, il ne sait pas que tel budget, c'est attaché à telle organisation, puis que moi, je ne fais pas ça, mais que c'est l'autre à côté qui le fait. C'est à nous à attacher les ficelles pour faire en sorte que dans notre communauté, dans notre région, les porteurs de projets soient bien soutenus. Ce n'est pas une fierté individuelle d'avoir des créateurs d'entreprises. C'est certain que chaque organisation, chaque dispositif doit avoir des indicateurs de performance, combien d'entreprises accompagnées.
Mais si on le prend d'un point de vue régional, territoire, la fierté, c'est de contribuer au développement économique de notre région par le fait que des entreprises vont réussir à évoluer. Bon, c'est un peu naïf, là, j'ai de l'air idéologique, mais c'est ça la finalité de ce qu'on fait quand même. C'est la beauté du travail qui est fait par ceux qui œuvrent alentour de jeunes porteurs, c'est ce qui est stimulant. Donc, cette complémentarité-là, elle est fondamentale. Évidemment, ce qui ressort aussi, on ne se cachera pas, c'est de trouver l'équilibre entre le digital, donc l'ubérisation, et en personne, c'est-à-dire d'avoir un conseiller réel. Et quand vous parlez à un jeune entrepreneur, ou je dirais plus largement à quelqu'un de la génération Y, pour avoir fait l'exercice de réflexion, d'idéation avec un groupe d'étudiants, c'était une compagnie d'assurance qui a souhaité connaître un peu mieux, parce que, en tout cas, je ne sais pas chez vous, mais chez nous, s'il y a bien une industrie traditionnelle, c'est les assurances. Là, ils se rendent compte que c'est plus du tout adéquat et que ça ne correspond pas du tout à la réalité de la nouvelle génération. Et le questionnement, ça a été fascinant. C'est paradoxal. Autant l'automatisation, l'accès 24 heures sur 24, l'accès en ligne, l'application, ils la veulent pour la facilité et la simplicité d'utilisation, mais ils veulent derrière une connexion à une personne réelle. Donc, si j'ai besoin de parler à quelqu'un, je peux, j'ai quelqu'un derrière, j'ai confiance qu'il y a une personne réelle qui va pouvoir m'accompagner. Donc, c'est très paradoxal. Et il faut trouver ce juste équilibre-là, qui n'est pas évident. On ne peut pas se battre contre ça. Mais on peut essayer de trouver un équilibre, de trouver des façons de faire vivre ces deux dimensions, donc virtuelle et physique, à l'intérieur de nos services. L'optimisation va dans le sens de mes propos antérieurs, c'est-à-dire qu'au-delà de la complémentarité, l'optimisation, donc faire en sorte que l'écosystème soit mieux rodé, soit mieux, l'engrenage soit mieux huilé, comme on dit, pour que finalement tous les services travaillent réellement en collaboration et que le porteur de projet, finalement, soit vraiment au cœur de nos initiatives. Donc, je pensais que c'était mon temps. Là, je me disais, j'ai encore du temps. Merci pour l'eau. Donc, l'optimisation est fondamentale. Quels effets peuvent avoir la numérisation? Chez nous, on dit beaucoup ça, mais la digitalisation, l'ubérisation. Ce qui a été évoqué beaucoup, évidemment, on a parlé d'irritants. Les fameux irritants. Je ris parce qu'on en a parlé tout à l'heure. Donc, évidemment que ça réduit les irritants et c'est un des avantages. Même pour vous, les conseillers, quand on peut faciliter votre vie à travers des outils, on réduit des irritants. Et c'est la même chose pour les entrepreneurs. Et je pense aussi, ce qui a été évoqué et ce qui me semble fondamental et ce qui est vraiment ce à quoi les conseillers doivent se raccrocher, c'est que ça recentre toute votre intervention sur votre valeur ajoutée réelle dans le parcours du porteur de projet. Quelle valeur ajoutée avez-vous à, je ne sais pas moi, remplir un formulaire d'immatriculation quand ça peut être fait en ligne? J'imagine que ce n'est pas la partie la plus agréable de votre travail. Si on peut retirer ça, il y a comme des... Non? Il y a un doute. Je pense qu'il y en a en avant qui aime ça. Mais il y a des parties comme ça, ou donner de l'information. Si l'information peut être offerte en ligne, pourquoi, dans le fond, être un simple guichet d'information? Ce n'est pas non plus votre valeur ajoutée comme conseiller. Donc, le fait de digitaliser certaines parties du travail ou une offre de service peut vous permettre de recentrer votre intervention sur la valeur ajoutée réelle. Et la valeur ajoutée réelle, c'est ce que vous devez déterminer aussi entre organismes. Quelle est votre valeur ajoutée? Quelle est la valeur ajoutée de CCI par rapport à CMA, par rapport à je ne sais trop quel autre acronyme, donc l'ensemble des réseaux? Vous avez une valeur et il faut également la voir à travers l'écosystème, donc être capable de voir comment vous pouvez vous distinguer. Bien, il n'y a pas que des avantages, il y a des inconvénients, on va appeler ça des défis, c'est plus positif. Évidemment, ça oblige à sortir de sa zone de confort. Et c'est normal, c'est déstabilisant, c'est insécurisant. On ne sait pas tout à fait ce qui s'en vient. Je sais que vous êtes pour plusieurs dans cette mouvance de ne pas trop savoir comment vont évoluer les structures, ce que les changements vont amener.
C'est difficile et repenser, changer de culture, changer de posture, c'est inconfortable. Et c'est tout à fait normal. C'est tout à fait humain. Ça implique potentiellement, et ça a été évoqué, de développer de nouvelles compétences, d'habiletés. Donc, il faut, d'une part, sur le plan des outils, évidemment, il faut savoir les maîtriser. Aussi sur la connaissance du marché, parce que les entreprises que vous allez accompagner vivent dans le monde de l'ubérisation. Combien avez-vous de porteurs de projets qui souhaitent démarrer des applications, créer des applications? Je pense que c'est aussi populaire que les restaurants de l'époque, chez nous, du moins, les applications, mais en même temps, ça fait partie, et on a tendance des fois à regarder ça avec un peu de « bah, c'est facile, l'application », mais ça fait partie de la réalité aujourd'hui, donc il ne faut pas non plus être fermé à ces nouveaux types de projets. Et les compétences sont aussi sur les compétences distinctives. Quelles sont, comme conseiller ou comme dispositif ou comme organisation, vos compétences distinctives? Et si je reviens au cours d'entrepreneuriat que je donne à l'université, qu'est-ce qu'une compétence distinctive? C'est une compétence que vous possédez, mais qui est difficilement imitable par les autres. Donc, vous êtes capable non seulement de la maîtriser, mais l'autre à côté peut difficilement la développer. Je sais pas, moi, Coca-Cola a sa recette magique. Qui connaît la recette de Coca-Cola? Donc, ça goûte pas la même chose. Ou le réseau de distribution, peu importe, mais vous avez finalement certaines compétences distinctives qui sont à développer. Et évidemment, bien, ça nécessite un changement de posture. Et c'est difficile. Même de façon assez provocatrice, je ne sais pas si Olga est encore dans la salle, mais lorsqu'Olga a présenté le bachelor sur les jeunes entrepreneurs, il dit « pas de prof, pas de cours ». J'étais la première, hein? C'est pas un cours universitaire. Vous diplômez des gens? Alors, évidemment, ça nécessite de prendre un peu de recul par rapport à ça, et ce qui paraît confrontant au départ, parce qu'on se dit, bien, voyons, c'est pas comme ça que c'est supposé fonctionner. Mais qui dit que c'est supposé fonctionner comme ça? D'où viennent ces règles-là? Est-ce que c'est seulement parce que ça a toujours fonctionné comme ça qu'on doit continuer à fonctionner comme ça? Maintenant, il faut également être en mesure d'y aller étape par étape. Donc, on évalue. Mais quand même, il y a un changement d'entrepreneur, mais on fait partie, d'une certaine façon, de l'équipe entrepreneuriale. On est partie prenante du projet de l'entrepreneur, d'une certaine façon. Donc, ça change la donne, ça change la façon d'agir avec l'entrepreneur. Ça va toujours dans le temps. C'est un équilibre qui n'est pas toujours simple. Il y a des tensions, des paradoxes. Je pense que tous et chacun, vous les avez soulevés. Une fois qu'on a dit ça, hein, c'est pas évident. Pour revenir avec les fameuses collectivités ou peut-être les régions rurales, ce qu'on vit aussi au Québec, dans mes travaux de thèse, je soulevais sur des initiatives qu'il y a des objectifs qui sont différents selon les régions et ce que j'ai appelé dans le fond des dispositifs davantage d'intervention. Dans un milieu où la culture entrepreneuriale est très faible, où on a une problématique à générer des gens qui ont un intérêt ou une intention d'entreprendre, où on doit collectivement essayer de développer des entreprises, bien, on ne s'assoit pas dans son bureau à attendre le client. On est dans souvent ce qu'on avait, nous, ce qui s'appelle les sociétés d'aide au développement des collectivités, avaient un mandat fort d'animation, de collaboration dans le milieu, de création d'événements, d'incitatifs, d'amener la population à considérer l'entrepreneuriat. On est dans une réalité différente. Et là, je ne sais pas si c'est le cas de certains de vos dispositifs, mais dans certaines régions, les initiatives sont différentes. On doit procéder par d'autres services, déployer nos moyens différemment. Alors que dans d'autres, on est dans une dynamique de prestation de services. Parce que les porteurs de projets, il y en a beaucoup. Ou du moins, on n'a pas besoin de stimuler le terreau, on va dire, c'est assez fertile. On a aussi soulevé beaucoup la question de l'équilibre délicat entre le privé et l'institutionnel ou le fonds public. Donc, je pense que les deux trouvent leur place dans cet écosystème-là. Je pense qu'il faut arrêter de voir les autres comme des concurrents, on l'a évoqué, et ça paraît très idéologique, mais c'est très vrai. Pour le vivre notamment dans la région de Québec,
mais aussi plus largement en province avec un changement de culture, le privé et le public travaillent de concert, sont partenaires dans tout ça. Donc, c'est là qu'à partir du moment où on établit une certaine forme de complémentarité, où on établit le terrain de jeu de tous et chacun, on arrive beaucoup mieux à tomber dans un équilibre entre les deux. Ça a également été évoqué, notamment en transmission d'entreprise, sur je dis personnalisation, c'est peut-être la spécificité plutôt des problématiques, et ça a été aussi évoqué sur les profils d'entrepreneurs qui changent. Je vois Elisabeth, donc les coopératives, par exemple, qui ont des dynamiques particulières. Donc, il y a des éléments de généralisation, mais il y a aussi des éléments de spécificité, personnalisation. Et dans l'ubérisation, il faut faire attention. Et là, il y a peut-être un élément de valeur ajoutée aussi, dans cet élément de spécificité. Ah oui, la finalité économique. Et ça, c'est un débat, je pense que moi-même, je n'ai pas encore éclairci, mais la finalité économique, faire ce qui rapporte, versus la finalité, on va dire, sociale, faire ce qui est bon. Quand on est dans une dynamique de service public, peut-on vraiment s'ancrer dans une réflexion purement économique, à dire qu'on fait seulement ce qui rapporte? Peut-on vraiment laisser tomber le travailleur autonome, le boucher, je ne sais trop, l'artisan, la micro-entreprise? Parce que c'est peu intéressant. Sa capacité à payer n'est pas suffisante. Ceux qui sont en précarité, en situation précaire, peut-on vraiment laisser de côté cette population-là dans les services publics? Le privé, les incubateurs, les stations F, je ne sais pas, je dis ça parce que je suis allée voir, je trouve impressionnant quand même comme concept, mais j'imagine que cette clientèle-là ne se retrouve pas dans ce type de dispositif-là. Donc, il faut faire aussi attention à segmenter, à profiler. Et faire ce qui est bon, c'est aussi d'offrir à ces clientèles-là des services qui sont adéquats. Et c'est là que dans ceux qui travaillent avec un business model Canva, là, vous avez tous déjà eu ça entre les mains, la proposition de valeur, elle est spécifique à chaque segment de clientèle. Donc, on ne peut pas penser une proposition de valeur unique pour une organisation, pour un dispositif. Il faut être capable de la déployer en fonction de ces différents segments de clientèle-là. Donc, il y a aussi un équilibre délicat à faire ici. Le contenu versus le contenant. Donc, encore une fois, dans l'aspect digital, trop souvent, je trouve qu'on voit des outils qui, finalement, sont très jolis, mais qu'on a digitalisé pour digitaliser. Parce que c'est à la mode, mais l'utilité réelle, la pertinence des outils est quand même, c'est important. Donc, le contenu est fondamental. J'ai toujours une certaine réticence, donc il faut quand même être capable de trouver le bon équilibre. Et de façon un peu provocatrice, je dis l'équilibre entre l'offre et la demande. Est-ce qu'à quelque part, on peut se poser la question, existe-t-il trop d'offres pour la demande? Quand on voit la multiplication des dispositifs, des initiatives, force est de constater est-ce qu'il y a trop de services? Bon, évidemment, je n'ai pas la réponse, mais il faut quand même toujours se questionner. C'est pas parce qu'on est là qu'on doit être là. C'est un peu provocateur, mais quand même, il faut être capable de faire cette réflexion-là. C'est pas parce qu'on existe qu'on est utile. Et là, vous êtes utile, c'est pas ça que je dis. Je le fais volontairement, là, c'est l'après-midi, il fait chaud. Alors, c'est un équilibre qui est très délicat, qui est très difficile, qui n'est pas simple. Et c'est pour ça que vous allez repartir tous et chacun avec des pistes, mais aucune solution concrète. Il n'y a pas de recette magique. Mais je pense qu'il faut repartir avec ces éléments-là à l'esprit. Et là, ici, les clés à retenir, je ne fais pas de maître à élève. Vous m'avez... C'est ce que j'ai retenu de vos discussions sur les clés à retenir. Donc, à l'issue des discussions, des échanges, de bonnes pratiques, des réflexions, pour moi, les clés à retenir, la théorie des petits pas. On l'enseigne à nos entrepreneurs. Ceux qui réussissent sont ceux qui commencent rapidement à faire de petits pas. Donc, les actions, on peut commencer modestement, mais tendre vers. Et j'aimais je crois que c'est Ludovic de Challenge Me, si je ne me trompe pas. J'essaie de me rappeler des noms, mais ce n'est pas toujours évident, qui mentionnait, entre autres, sur la formation, le e-learning, que, bon, certains ont commencé tout petit,
sur YouTube avec un téléphone en filmant, mais si la capsule est pertinente, après coup, l'éclairage, c'est tel que tel. Donc, c'est ce fameux équilibre entre contenant et contenu. Donc, modestement, on peut commencer à faire des choses. Et oui, il y a des contraintes de réseau où on doit avoir l'approbation, mais il y a quand même une marge de manœuvre que tous et chacun on a pour tester, pour expérimenter, pour avoir des approches qui sont un peu différentes sans y aller de façon systématique dans l'entreprise ou attendre 2 ans que l'outil soit développé. Donc, on peut commencer à tendre vers cette digitalisation, si on veut, ou s'adapter finalement aux nouvelles réalités. Je retiens également la flexibilité. La flexibilité, je pourrais dire l'agilité. On peut sortir le dictionnaire des synonymes. Donc, c'est fondamental et dans notre domaine, on est très paradoxal. On se prétend des conseillers pour des entrepreneurs. On se prétend prêcher la bonne parole de l'entrepreneuriat. Incarnez-vous réellement tous et chacun cet esprit entrepreneurial, d'innovation, de créativité, de think outside the box. Hein? Mais je m'inclus là-dedans, pas toujours. C'est plus forçant, c'est plus facile d'être dans ses pantoufles. Mais donc, il faut se donner cette agilité, de changer les choses. C'est pour ça que de réduire les structures, ça permet d'aller jouer plus facilement dans des zones qui étaient inconnues, de tester des choses, d'être dans l'expérimentation. Mais même dans les structures, on peut commencer à tendre vers. Et ça donne des premières validations. L'entrepreneur, qu'est-ce qu'il fait quand il prototype? Il teste. Et si un entrepreneur vient vous voir sans avoir fait de prototypage, vous allez être sceptique. Ouais. Mais s'il y a eu un prototypage, s'il y a eu une validation, aussi minimale soit-elle, ça devient de plus en plus crédible. Donc, si on veut changer le système dans lequel on est, on doit passer de la théorie à la pratique par des petites validations, par des petits tests, par des petits pas qui vont tendre vers un changement de mentalité. Je l'ai dit, je le répète, je pense que c'est fondamental dans les réflexions et l'ubérisation, c'est ce qui a amené à l'ubérisation. Mettre le client au cœur de la réflexion pour diminuer ses irritants. C'est irritant. Donc, répondre aux besoins du client. Ne pas réfléchir en fonction de comment générer des revenus dans mon organisation. Réfléchir comment je peux mieux servir l'entrepreneur, comment je peux créer de la valeur pour l'entrepreneur, comment je peux faire en sorte qu'il la perçoive, et une fois qu'il l'aura perçue, il va payer. Une fois qu'il va l'avoir perçu. L'entrepreneur qui ne paie pas, ou vous comme client, vous êtes prêt à payer pour des choses pour lesquelles vous percevez une valeur. Et la valeur, elle est spécifique à votre clientèle. Donc, le premier pas à faire, et ça a été discuté aussi, là, on est ici entre nous, entre conseillers, entre dispositifs, entre intervenants. Où sont les entrepreneurs dans la réflexion? L'entrepreneur qui travaille sur un projet d'entreprise, combien de fois vous lui dites « va vers ton client potentiel », va valider tes hypothèses, va vérifier ce dont il a besoin, va vérifier les besoins qui sont non comblés. Pourquoi est-ce que nous, on ne fait pas, puis je m'inclus là, pourquoi on ne fait pas cet exercice-là plus souvent? Combien de fois on crée des programmes d'études sans même se questionner sur ce que veulent les étudiants ou les entreprises? Parce que, bon, on a une belle idée. Mais en fait, ce qu'on propose à nos entrepreneurs, il faut appliquer nous-mêmes ces propres règles-là. Donc, le développement d'une proposition de valeur claire et distincte. Et j'aurais dû mettre le premier mot en bas, en gras, perçu par le client. Et c'est ce qui est le plus difficile dans l'exercice souvent. Comment peut-on arriver à ce que le client puisse percevoir cette valeur-là? Et là, il faut être créatif. J'achève, je sais que mon temps s'écoule. Donc, doit-on craindre, c'était une question du départ, hein, doit-on craindre l'ubérisation de l'accompagnement? Je n'ai pas trouvé d'autruche, mais je ne sais pas si on se dit chez vous aussi, hein, se mettre la tête dans le sable. Bien, je pense qu'on ne peut pas passer à côté. La question, elle est dépassée. J'aurais pu, j'ai voulu trouver une photo qui évoquait le trop tard. Désolée, trop tard pour se questionner, c'est là. La tendance est là. Donc, on n'a pas le choix. Et j'ai trouvé intéressant en introduction, je pense que c'était le représentant régional qui disait
la crainte ne fait pas partie de la philosophie entrepreneuriale. Hein, je m'auto-censure. Ne fait pas partie de la culture entrepreneuriale. Donc, craindre l'ubérisation, non. Ça, non. Il ne faut pas être dans un mode... on peut être dans un mode de scepticisme, mais il faut être dans un mode d'ouverture. Donc, ce que je disais... j'ai mis quelques exemples. Puis je pourrais, enfin, si vous avez mes coordonnées, vous êtes intéressés à en connaître sur nos structures. Bon, je vous ai parlé de la Ville de Québec qui a décentralisé. On a du sociofinancement. Ce que vous voyez là, c'est du coworking, mais qui vit très bien dans l'écosystème, qui répond à un ensemble de besoins et au cœur, le projet est là. Et le type que vous voyez ici, c'est Georges, c'est un entrepreneur de Québec qui a bâti une entreprise Spectrum qui est spécialisée dans le marketing, notamment numérique, mais qui, au sein de son entreprise, accueille des entrepreneurs qui sont en démarrage. Donc, il a décidé il ne monétise pas. Bon, il y a un espace, finalement, qui va des fois attribuer même à très petit prix, parce qu'il croit beaucoup à la collaboration, à l'innovation et à la créativité que ça génère, le fait de s'aider entre eux. Et Entrepreneuriat Laval, qui est notre organisme d'accompagnement, dit à nos entrepreneurs, allez voir Georges, allez chez Spectrum. C'est pas de la concurrence, Spectrum, puis on va avoir un espace à l'Université Laval, puis on ne cessera pas de dire aux gens, allez chez Spectrum, va voir ce qui existe, trouve ce qui est le plus adapté pour toi, ce dans quoi tu es bien. C'est ça l'objectif. Donc, c'est une panoplie. Ange Québec, qui est un réseau d'anges investisseurs avec qui on travaille beaucoup et qui font du mentorat et qui vont donner de l'expertise. Fine. Un de plus qui contribue à la finalité de rendre le porteur de projet plus outillé. Également, le CAP, l'incubateur, qui est supporté par la Ville de Québec, mais dans lequel il y a des partenaires privés, des experts. Donc, c'est vraiment... il y a vraiment une panoplie. Je voulais juste vous dire que... Je veux revenir. Jamais mis Smash. Je ne sais pas si ça fonctionne. Ça fonctionne-tu? Ça fonctionne pas? Ça fonctionne? Bon, tant pis. Tu vas me le réinstaller pendant que je finis. Mais tout ça pour dire qu'il existe différents dispositifs. Donc, les nouveaux acteurs, ils sont également présents chez nous. Il faut trouver une façon de cohabiter de façon, je dirais, optimale dans l'écosystème. Et finalement, à la fin, tout ce que je voulais vous dire, c'est par les images, on a cette expression, je ne sais pas si vous l'avez, cordonnier mal chaussé. Donc, souvent, on est dans une posture de cordonnier mal chaussé. Donc, il faut prôner les valeurs que tous les jours, on essaie d'inculquer à nos entrepreneurs, à nos porteurs de projets et se regarder un peu dans le miroir. Mais c'est ce que vous faites. En fait, la bonne nouvelle, c'est que tous et chacun, quand vous êtes venus ici, c'est dans cette perspective de peut-être regarder ses façons de faire puis d'ouvrir la porte à qu'est-ce qu'on peut faire différemment. Donc, c'est un peu sur cette note que je vous laisse. Et la dernière, c'était sortir du cadre. Donc, n'hésitez pas à innover. N'hésitez pas à être créatif. Il n'y a pas de solution toute faite. Il y a une façon, je pense, collaborative. La collaboration est fondamentale. Vous êtes tous et chacun dans les mêmes réalités et vous travaillez à la même finalité. Donc, n'oubliez pas ça non plus dans tout le travail que vous faites. C'est un peu les réflexions sur lesquelles je voulais vous laisser. C'est ça avec quoi je repars et bien d'autres choses. J'ai un calepin plein de notes. Ça va, hein, ben ça, c'était sur... Ouais, c'est bon, ça. L'enjeu pour l'universitaire ou pour la chercheure que je suis, puis peut-être avec d'autres qui sont ici présents, évidemment, ça va être sur l'évaluation, le suivi, le contrôle. Ça donne quoi, tout ça? Donc, la fameuse digitalisation, l'ubérisation, est-ce que c'est efficace? Est-ce que ça fonctionne? Donc, ça, ce sera à nous à surveiller de plus près un peu ces tendances-là pour voir ce qui reste de tout ça. Il y a peut-être un petit contrôle de balancier. Donc là, il y a une tendance très forte, mais on va retrouver un certain équilibre. Donc, je conclus en vous remerciant par la richesse du partage, les réflexions qui ont été réalisées sur les différentes thématiques. Félicitations aux organisateurs pour avoir réussi, en tout cas du moins dans tous les ateliers où je suis allée, à ce qu'on puisse repérer ce fil conducteur. C'est si rare dans des conférences ou des colloques. Nous, souvent, c'est très décousu. Il y a une thématique, mais on ne la suit pas toujours. Donc là, il y avait vraiment une trame de fond qui était très présente. Ça a été très agréable d'être avec vous. Donc voilà, c'est le fruit de ma synthèse, de ma restitution. Merci.